La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. La revue de presse de ce jeudi 12 octobre, l'an de grâce 2017. Encore l'affaire de Jean-Jacques Zé. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Jason Black, bonjour Edith Tania, bonjour à tous les amis téléspectateurs, les auditeurs aussi des radios qui nous accompagnent à l'extérieur de Satellite FM. Je voudrais que vous m'accompagniez dans ce gros câlin que je veux faire à quelqu'un qui a son anniversaire aujourd'hui. Elle s'appelle justement Kaline, d'où le gros câlin justement. Aoudou Abomo Rose Kaline, qui a un an de plus aujourd'hui. Elle est en service au ministère des Relations extérieures. On dira joyeux anniversaire Kaline. Happy birthday, Kaline. On lui fait beaucoup de câlins comme ça, beaucoup de bisous. Et donc voilà. Elle est rose et elle est Kaline en même temps. Ça, c'est intéressant ça. On la salue. Le gâteau se partagera forcément et elle va souffler sur une bougie de plus. Jean-Jacques, les journaux ont beaucoup parlé encore ce matin. Justement, Edith, vous étiez en train de feuilleter, vous vous êtes intéressé, vous êtes arrêté sur un journal. Baromètre. Baromètre, que nous dit le baromètre ce matin, Jean-Jacques? Le baromètre nous propose justement le thermomètre des migrations. Ils sont nombreux, les jeunes Africains qui veulent prendre la direction de l'Europe à la recherche, disent-ils, du bonheur, les chemins de la migration, enjeu de la mobilité pour les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. C'est le titre que propose en guise de supplément spécial ce matin le baromètre communautaire. Pourquoi veulent-ils partir? Peuvent-ils rester chez eux en Afrique et particulièrement dans la sous-région CEMAC? C'est un grand dossier justement qui place au centre des préoccupations des jeunes les mesures incitatives qui seraient utilisées par les gouvernements de la sous-région CEMAC afin de maintenir de nombreux jeunes sur place. Le dossier nous propose par exemple quelques lectures sur ce dispositif national d'incitation qui est peu convaincant. Les pouvoirs publics ont institué des structures et programmes visant à faciliter le retour et l'insertion des Camerounais de l'étranger, mais les principaux bénéficiaires avancent à pas de tortue. Le journal nous parle également de ce potentiel financier qui est à capitaliser, ceux qui prennent quand même un peu d'argent, qu'ils renvoient généralement en Afrique, notamment dans les différents pays. Comment capitaliser justement les retombées de ce parcours assez difficile au départ? L'Occident, l'Afrique du Sud et du Nord, ce sont des destinations prisées, mais on le voit avec des spécialistes de ces questions migratoires. Il faut tout faire pour sensibiliser les jeunes à ne plus prendre la mer ou le désert à la recherche, dit-il, du bonheur ou d'un mieux-être de ce côté-là. Docteur Sylvie Nancha, qui est président du réseau des Africains en Allemagne, responsable du projet Lost Dream, intervient dans les colonnes justement de baromètre communautaire ce matin avec un chiffre, 80% de la migration sur le continent est intra-africaine. On ne pense pas toujours à l'Europe. Il y a également quelques destinations africaines qui sont sollicitées. On citait le cas de l'Afrique du Sud qui attire également de nombreux jeunes africains, notamment de la sous-région, communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la CEMAC. Supplément à lire dans les colonnes de baromètre communautaire ce matin. Et le baromètre communautaire qui consacre sa grande une au rapport entre aujourd'hui le gouvernement et la presse relativement à la gestion de la crise anglophone. Le gouvernement resserre les taux sur la presse, titre le baromètre communautaire qui constate justement que ces derniers temps, le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, multiplie les descentes dans les différentes structures médiatiques pour tenir ce langage et cet appel à la responsabilité et à la gestion citoyenne de l'information. La conclusion, en tout cas, qui s'affiche en guise de grand titre choisi par baromètre communautaire ce matin, c'est le gouvernement qui resserre ainsi les taux sur la presse. Parlant justement de la presse, on sait que le Conseil national de la communication a tenu un atelier hier ici à Yaoundé, question justement d'informer les uns et les autres et de former la presse sur la gestion de l'information en période de crise. La presse est interpellée dans le cadre de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est le titre que choisit Cameroun Tribune ce matin pour revenir justement sur le contenu de cette rencontre entre le Conseil national de la communication et les hommes de médias. Le Conseil veut mettre fin aux dérives observées. Il a donc convié une centaine d'organes à une concertation
au Palais des Congrès de Yaoundé. C'était hier. Quelques avis donnés par les acteurs de la presse. On apprend tous les jours dans ce métier. Jules Atongana, un expert invité à cette rencontre. Il y a également les propos de Loveline Nje, rédactrice en chef adjointe du côté de Vision 4, spécialement pour le Dex anglophone, qui donne également son point de vue dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin relativement aux enseignements dispensés et reçus hier et le sens de responsabilité qui incombe aux journalistes en période de crise. Peter Essoka, le président du Conseil national de la communication, le dit, le journaliste doit contrôler son langage en période de crise. Avis et autres proposés par Cameroun Tribune ce matin, qui n'oublie pas également de faire le point des activités de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Intense activité avec des personnalités internationales qui ont été reçues, les représentants des chambres consulaires, les chefs de missions diplomatiques et autres. La liste est très longue, celle proposée par le secrétaire général de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, pour situer en tout cas l'intensité des travaux de cette structure. Des centres également d'évaluation sur le terrain. C'est aujourd'hui avec une mission d'évaluation à Bouéa. Le ministre délégué à la présidente à Charles de la Défense prend la direction du sud-ouest aujourd'hui pour cette rencontre qui va permettre de faire le point de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'information nous est proposé par Cameroun Tribune ce matin. L'essentiel du Cameroun parle également de la crise anglophone et le mal, c'est le mal, titre le journal, s'inspirant de la sortie du Forum des Camerounais libres, Forum des Camerounais, qui estime justement que les prelats ne sont pas objectifs en refusant de condamner le mal et ceux qui le commettent, relativement à la sortie des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda et la sortie de cette ONG qui pense justement que l'Église catholique dans ces conditions-là a esquivé le mal et les auteurs du mal relativement à cette crise anglophone. Mais la grande une de l'essentiel du Cameroun ce matin nous propose une grande lecture sur ceux qui aspirent au fauteuil présidentiel aujourd'hui. Ils sont nombreux à viser le fauteuil présidentiel du côté d'Etoudi. Ils rêvent tous de dormir à Etoudi. Qui sont-ils? Que peuvent-ils? Quelles sont les stratégies qu'ils peuvent développer pour accéder justement à ce rêve? Comment faire pour y arriver, transformer le rêve en réalité, alors que la vieille garde de l'opposition camerounaise est prise par étouffement, voire effacement. Plusieurs hommes politiques sortent de l'ombre avec l'intention de briguer la magistrature suprême. La dernière candidature annoncée à la présidentielle 2018 est celle de Maître Akere Mouna. Quelles sont ces différentes candidatures? Le journal propose une catégorisation ce matin. Il y a d'un côté les candidats probables, les vieux, les habitués, Paul Biya, Nijon Frundia, Damunda Mjoya, Beloboa Maïgari, Jean-Jacques Ekindi, Kawala, Olivier Bilé, sont cités parmi les candidats probables, Maurice Kamto également du MRC. Il y a les candidats déclarés. Joshua aussi, Maître Akere Mouna, Garga Manadi, Bernard Djonga, Jean-Blaise Ngouette parmi ces candidats déclarés. Mais il y a aussi les candidats d'Internet qui sont aussi listés par l'essentiel du Cameroun ce matin. Cabral Libi, candidat d'Internet selon notre confrère, Jean-Marc Ngos, on cite également Martial Bissok, Duval Ballet, Christophe Foumouniou, Cyril Châtelain et Wolo Corentin Tala. Parmi ces candidats-là, ils sont donc nombreux à rêver du fauteuil présidentiel du côté d'Etoudi. Comment faire pour y parvenir? Que peuvent-ils présenter face à ce que le journal considère comme l'essoufflement de la vieille garde politique ou l'isolement de cette vieille garde politique? Quelques noms sont cités. Vous verrez également que dans cette liste et cette proposition, on retrouve des hommes tels que Pascal Charlemagne Messanga Niamding du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui a déjà dit que lui, il est candidat au cas où le président Paul Biya n'est pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais il y a des candidatures qui semblent gêner ou qui divisent aujourd'hui, celle par exemple de Maître Akere Mouna, défi actuel, nous parle encore de cette candidature, de l'ancien bâtonnier, qui gêne autant le pouvoir, l'opposition traditionnelle que les mouvements séparatistes. Akere Mouna, un candidat qui divise. Depuis cette déclaration de candidature, les positions enregistrées ne montrent pas véritablement un regroupement d'opinions autour de cette candidature, notamment une opinion plutôt positive.
Les positions aujourd'hui, notamment du côté du nord-ouest et du sud-ouest, dans la partie anglophone, ne semblent pas accepter cette candidature du fait qu'elle pourrait siphonner les quelques voix qui pourraient être celles revenant au Social Democratic Front et son traditionnel candidat Nidjon Frundi. Mais quel sens accorder à cette candidature? Le journal a donné la parole à un politologue, Alawadi Zelao, qui décrypte la candidature d'Akeremouna, notamment au sujet de sa situation personnelle. Il n'est pas investi par un parti politique. Il est présenté pour beaucoup comme un candidat des frustrés, entre guillemets. Également, d'autres pensent que c'est un candidat de la partie anglophone qui voulait profiter de cette période de crise pour intégrer sa candidature. Dans ces conditions, l'a dit le spécialiste, il serait stérile politiquement de surfer sur les trajectoires identitaires parce que selon lui, il compterait davantage sur son patronyme et naturellement son ascendance, puisque les descendants de Salomon Tandé Mouna, ça ne devrait pas servir. Sa candidature arrive à une période de crise et le spécialiste ne regarde pas d'un bon œil l'opportunité lorsqu'on sait justement que sa candidature intervient après quelques dénonciations de cet homme qui voudrait en tout cas s'abreuver, selon le spécialiste, de la crise actuelle pour introduire sa candidature. On le voit bien et il le dit, la candidature d'Akeremouna ne peut gagner en pertinence ni en légitimité politique du simple fait d'être fils ou l'héritier de tel. Ici, comme ailleurs, l'héritage familial versé dans le champ politique ne peut être une plus-value en soi, indique-t-il dans les colonnes justement de défis actuels. Défis actuels nous parle également du défi de l'Union des populations du Cameroun. Un congrès s'est tenu le week-end dernier. Une présidente a été élue, un nouveau secrétaire général, Balegen Kot, a été élu, sauf que l'honorable Bapo Lipo n'est pas de cet avis. Le congrès, pour lui, c'est en 2019 et il pense que ceux qui ont organisé ce congrès et qui ont procédé à quelques élections ont toujours évolué dans la clandestinité. Bapo Lipo, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, le congrès de 2019 reste le seul congrès légitime de l'Union des populations du Cameroun, dit-il. Et bien évidemment, le quotidien L'Épervier parle également de la présidentielle en nous informant justement que si la candidature d'Akeremouna divise tant et que les spécialistes indiquent qu'elle ne peut pas puiser sur l'héritage politique de son père, il est en train de chercher aujourd'hui des soutiens, peut-être du côté de la prison, auprès des prisonniers, dit-on, de luxe, les prisonniers VIP. Akeremouna infiltre les prisonniers de luxe et les proches de Paul Biya. Qui sont-ils? Présente justement le quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin et nous propose cette stratégie. M. Akeremouna serait en train de courtiser les prisonniers de luxe incarcérés dans le cadre de l'opération Épervier et les proches collaborateurs du chef de l'État pour se constituer une base solide afin d'ambitionner le pouvoir. On est donc dans un jeu que le journal présente comme un bal masqué des hypocrites. Le journal parle également du véritable plan politique d'Akeremouna qui est à questionner. Dans les colonnes également du quotidien L'Épervier, on annonce un éventuel retour cette semaine du chef de l'État et naturellement dans ces conditions-là, certains caciques du régime, sous la menace d'un AVC, ils redoutent tous le retour de l'homme lion. Le parapheur déposé sur la table du président de la République en visite privée en Europe est bien étoffé car de nombreux dossiers brûlants appellent à une étude urgente. Le dossier de la crise dite anglophone que certains estiment complexe et délicat pourrait provoquer des mouvements au sein du sérail sans compter un éventuel toilettage dans l'entourage du président de la République, indique le journal pour justifier justement ces risques d'AVC signalés au niveau du sérail. Le journal Intégration, l'hebdomadaire Thierry Ndongowona est dans les kiosques ce matin et nous parle également de M. Akeremouna et les dénonciations qui viennent du ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari. Pour le journal, le ministre de la Communication accuse le candidat nouvellement déclaré à la présidentielle de la République, à la présidence de la République, d'avoir en complicité avec d'autres Camerounais basés à l'étranger, planifié un bain de sang dans le but de provoquer une intervention internationale, aura déclaré le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari, selon le journal Intégration qui est dans les kiosques ce matin. Il nous parle justement également à sa grande une de ce piège, la dispersion des forces au niveau de l'armée camerounaise. La question préoccupe le haut commandement aujourd'hui. Les forces camerounaises qui sont appelées à intervenir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Plusieurs fronts sont ouverts
et l'inquiétude est celle signalée par l'intégration ce matin. L'inquiétude est retenue du côté du haut commandement. Décryptage de la toute première conférence sur la coopération militaire tenue à Yaoundé en septembre dernier. Les forces camerounaises peuvent-elles résister face à ces différentes préoccupations et interpellations ou sollicitations? C'est le piège de la dispersion des forces que signale Intégration qui est dans les kiosques ce matin. Allons à la découverte des stratégies qu'utilisent ce qu'on appelle les bandits à col blanc pour éventrer les caisses de l'État. Fonction publique, société publique et parapublique, quelles sont les stratégies développées par ces hommes pour détourner les fonds publics? 11 stratégies retenues par notre confrère qui nous propose le top 11 des stratégies de détournement des fonds. C'est la grande une du quotidien Émergence qui est dans les kiosques ce matin. Comment font-ils en 11 stratégies? La première étant la création des marchés publics fictifs. Il y a des faux projets qui existent. Il y a le recyclage des bons de caisse, le recours à des établissements de microfinance, l'immatriculation fictive, les immatriculations fictives, l'usurpation d'identité, non-reversement des frais de timbre, transfert de capitaux, violation de la loi à son profit, indices inappropriés, vol de bons de caisse, entre autres moyens utilisés par ces voleurs à col blanc pour justement éventrer les caisses de l'État. Le top 11 des stratégies proposées par le quotidien L'Émergence ce matin. Le journal parle également de ce qui se passe dans la gestion de l'affaire désormais baptisée Orange Camtel, mais avec l'entrée en scène de l'agent de régulation des télécommunications. Selon le quotidien Émergence ce matin, l'ART accuse Nkoto Eman, qui est le directeur général de la Cameroun Telecommunications, d'abus de pouvoir. Camtel qui aurait décidé en tout cas de procéder à quelques recouvrements forcés en utilisant les moyens qui sont entre ses mains, mais selon l'agent de régulation des télécommunications qui aurait demandé le rétablissement des éléments qui ont subi la rupture de Camtel pour revendiquer ces près de 1,7 milliard de francs CFA. Dans cette bataille, l'intervention de ART est décryptée par le quotidien Émergence, tout comme par le bi-hebdomadaire L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin. ART et Orange au cœur d'une véritable manipulation, indique L'Anecdote qui consacre justement sa grande une à cette actualité. Que se passe-t-il? Qui est le signataire de la correspondance qui est attribuée à l'agence de régulation des télécommunications demandant instamment à Camtel de rétablir les connexions qui auraient été suspendues? L'Anecdote en fin de ligne nous indique déjà que la correspondance n'est pas signée du directeur général de l'agence de régulation des télécommunications, même si certains indiquent de ce côté-là que le document vient bien de l'ART et imposerait justement le retour à la normale à la Cameroun Telecommunications. Toute attitude en tout cas contestée par L'Anecdote qui estime justement que dans ces manœuvres, c'est Camtel qui souffre et ce n'est pas le premier dossier ou le seul dossier qui fait suffoquer la compagnie de Camtel, la Cameroun Telecommunications. L'État, premier débiteur de cette structure, est également considéré et classé parmi les voyous, mais le journal considère justement que l'attitude de Orange, véritable vainqueur dans cette bataille, vainqueur des multinationales, capable justement d'imposer quelques démarches à des structures étatiques, ce qui étonne en tout cas L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin. Le journal nous propose également d'avoir une lecture sur la crise anglophone avec l'appel au dialogue lancé par Amnesty International. Le journal en parle ce matin, même s'il notera que dans les propos d'Amnesty International, il y a un rapprochement qui est fait avec les événements de 2008 et autres, mais la nécessité d'un dialogue semble s'imposer selon la sortie récente d'Amnesty International. À découvrir, comme d'habitude, en supplément dans l'édition de ce jour du bi-hebdomadaire L'Anecdote, on nous parle des smartphones. La demande de plus en plus accrue est favorisée par l'accès à Internet, les mémoires de forte capacité soutenues par les prix de plus en plus bas. Les usagers conquis par les smartphones, ils sont nombreux séduits par cette technologie qui s'adosse justement à une offre de qualité
et Internet. Le dossier supplément spécial de l'anecdote nous parle justement des motivations de l'usage, du business qui est fructueux, que ce soit dans les boutiques conventionnelles ou dans celles qu'on connaît pratiquement au trottoir du côté de l'avenue Kennedy. C'est un vivier d'emploi dans l'informel. Plusieurs domaines d'activité et plusieurs petits métiers sont nés de l'usage des smartphones dans notre pays, mais il y a aussi des conséquences sur la santé et sur l'environnement. Danger, signale également notre confrère dans ce supplément. Enquête aussi avec Mutation qui est dans les kiosques ce matin et qui observe qu'en 3 mois, pratiquement 2 gendarmes de rang ont abattu le chef hiérarchique. Que se passe-t-il dans les rangs des Pandores? Enquête sur les tueries dans l'armée. Le phénomène inquiète dans le contexte de lutte contre Boko Haram. Le chef de l'unité psychologie de l'hôpital militaire de Yaoundé essaye d'expliquer ce phénomène assez surprenant quand même dans notre pays depuis un certain temps. Selon le journal, le meurtre de chef de bataillon Alissi Tchanga le 4 octobre dernier à Moura, dans la région de l'extrême nord, par un militaire de rang, révèle un malaise qui s'enracine progressivement au sein de l'armée camerounaise. Après le drame de Koussiré le 13 juillet dernier, cette nouvelle tuerie traduit soit un déficit au niveau de la formation des soldats, soit un réel mécontentement dans les rangs, révélateur de la fracture qui a toujours existé entre les chefs militaires et les troupes. D'ailleurs, le spécialiste semble confirmer qu'il y a souvent ces frictions et ces fractures. Le soldat peut percevoir le supérieur comme un véritable ennemi, indique justement le psychologue de l'hôpital militaire dans les colonnes de mutation, pour un peu expliquer le comment et le pourquoi de ces tueries qui sont de plus en plus enregistrées dans notre pays. Infomatin parle de la crise anglophone avec le jeu trouble cette fois-ci du bâtonnier Nyekamga qui est à l'étranger et qui ferait feu de tout bois et qui tirerait plutôt sur son pays, alors, dit le journal, qu'il est incapable d'organiser des élections au niveau de l'ordre des avocats dans notre pays. Il est devenu l'acteur de ce jeu trouble du bâtonnier du côté de l'étranger, indique Info Matin, qui est dans les kiosques ce matin. La dette publique, le Cameroun est également dans la zone rouge, comme la plupart des États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. C'est la grande une choisie par le Messager ce matin, qui préfère parler d'économie. La zone rouge est désormais franchie par le Cameroun. L'endettement est très élevé et les voyants semblent être au rouge selon la présentation faite par le Messager. Le journal parle également du climat autour de ce comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Tombi Aroko serait dans les serres de l'épervier, indique le journal. Le quotidien de l'économie, quant à lui, parle également de ce débat autour de l'ART Camtel et Orange Cameroun. L'ART somme Camtel de restaurer la fibre optique à Orange, retient le quotidien de l'économie en sa grande une ce matin. Et on apprend également, pour ce qui est de la crise en zone CIMAC, la baisse des pertes de réserves de change au premier semestre, une relative bonne nouvelle dans un contexte de morosité économique. Et puis le nouveau bébé de la presse au Cameroun est là. Il s'appelle le Politicus. Le directeur de publication Achille Asako, qui nous propose un journal qui voudrait essentiellement s'occuper de la grande actualité politique. La grande une de ce premier numéro est consacrée à la sécession. L'Amazonie comme le Biafra, interroge notre confrère qui se rappelle justement de ce qu'on a baptisé la guerre du Biafra du côté du Nigeria. Est-ce que l'Amazonie serait également dans la même ligne, la même optique? Est-ce que les réactions de l'État pourraient également être comparées à celle du Nigeria dans le règlement de l'affaire du Biafra? Le Politicus nous en parle ce matin, tout en annonçant, vous l'avez vu pour ce qui est la présidentielle 2018, à Keremouna qui est candidat. Mais on peut également découvrir avec notre confrère une lecture autour du franc CFA, avec cette flatterie lancée par la Banque de France pour la zone CFA qui a finalement été sauvée. Des sujets intéressants et autres à lire dans les colonnes de ce nouveau journal qui inaugure sa première revue de presse ce matin. Le journal parle également de Paul Biya et les différentes attaques de la diaspora. Paul Biya va désormais riposter, le dit de façon impérative, le Politicus dans les kiosques ce matin. Et puis on accueille Investigation qui a écouté l'ambassadeur itinérant, le vieux lion Albert Roger Mila, au sujet de la gestion de l'équipe nationale du Cameroun. Roger Mila déshabille Hugo Bross
Hugo Broos est le sélectionneur national de l'équipe du Cameroun éliminé pour le prochain mondial. Dans un entretien accordé à l'émission La Fille du Week-end diffusée sur les antennes de la radio nationale, l'ambassadeur itinérant parle des limites du coach de l'équipe nationale du Cameroun, titre Investigation à sa grande une ce matin, citant les propos généralement assumés par Albert Roger Mila au sujet justement de l'incapacité, entre guillemets, managériale et technique de Hugo Broos, qui reste et demeure, en tout cas jusqu'à ce jour, sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. L'instant de la Il est 7h27 en heure locale. Edith Chania, quelques préoccupations. Alors, Jean José, le ministre en charge de la Défense, est attendu dans le Sud-Ouest aujourd'hui. De quoi s'agit-il concrètement? Comme le veut la bonne gouvernance, chaque fois que vous gérez des situations, il faut bien faire une évaluation. Je crois que le ministre de la Défense est dans cette logique d'évaluation de la gestion de la crise anglophone au lendemain de la journée de toutes les inquiétudes du 1er octobre dernier. Joseph Betty Assomo et les autres vont voir ce qui a été fait, ce qui pourrait encore être fait, ce qui a été bien fait et ce qui a été mal fait. Parce que dans une évaluation, il faut bien que tous les points soient soulevés. La gestion de cette affaire n'a pas toujours été sans débordement, sans dérive. Il va falloir justement serrer là où il faut serrer, desserrer là où il faut desserrer, retirer ce qu'il faut retirer et intégrer ce qu'on pourrait ajouter justement dans le cadre de l'encadrement sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je pense que c'est de bon ton justement qu'ils puissent tenir ce genre de réunion et que cette réunion-là se tienne effectivement sur le terrain dans le sud-ouest, choisi par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomo, et tous ceux qui sont concernés par l'évaluation de la gestion de cette période quand même critique. Et quand on dit période critique, vous l'avez vu également que le temps de l'évaluation a permis au Conseil national de la communication aussi d'organiser cette session de formation à l'attention des journalistes. Le Cameroun n'est fondamentalement pas habitué à ce genre de crise. Et la gestion de cette crise appelle à ce que les leçons puissent être tirées et que les orientations nouvelles puissent être utilisées. Je pense que dans cette affaire, les débordements, on en a enregistré, que ce soit au niveau des populations, au niveau des manifestants, au niveau des instigateurs de ces différentes manifestations, au niveau de l'administration territoriale, au niveau des forces de défense, au niveau des forces de police. Il est clair qu'on ne peut pas gérer une situation comme celle-là sans avoir enregistré quelques œufs qui ont été cassés, mais que maintenant la somme des sujets, la somme des constats devrait permettre à ce que le Cameroun ne puisse plus commettre les mêmes erreurs. Ce n'est pas pour dire qu'on souhaite que demain ou après-demain on puisse avoir une autre situation comme celle-là, mais la bonne gouvernance appelle à ce qu'on puisse intervenir, réagir et réajuster. C'est ce que fait le MINDEF sur le terrain, c'est ce qu'a fait le Conseil national de la communication, c'est ce que fait le ministre de la communication Issa Tiroma Bakari. Je pense que tous les éléments concernés par la gestion de cette période critique doivent pouvoir faire l'autocritique, doivent permettre d'accepter la critique pour que les choses soient mieux faites. Et naturellement, dans ces conditions, il y a un élément fondamental qui doit pouvoir gouverner les évaluations. C'est un élément qui tourne autour de la vérité et de la réconciliation. La vérité, c'est quoi? Que les mea culpa soient faits là où ils sont nécessaires, là où il y a eu des fautes, qu'on reconnaisse qu'il y a eu des fautes. Et la réconciliation ou le pardon suppose justement que dans cette affaire-là, nul n'est infaillible. Chacun, même le serpent, se renverse. Il y a eu des serpents qui se sont renversés ou des poissons qui se sont noyés. Mais comment faire pour qu'on n'en arrive plus là? Le Conseil de la communication a lancé cela parce que c'est bien parfois de sanctionner. Mais avant de sanctionner, la pédagogie est utile. Il faut toujours qu'il y ait une période pour les enseignements et avant de voir justement l'aspect de la répression. Je pense que tout le monde est en train de comprendre aujourd'hui la nécessité des bons enseignements, des bonnes méthodes et peut-être que si ça n'arrête pas d'aller vers les dérives, les sanctions puissent intervenir au bout de tout cela. On va s'intéresser à ce qui est devenu maintenant la bataille Orange-Cantel et comment comprendre cette sortie de l'ART.
Mais justement, je suis très intéressé par ce que propose l'anecdote ce matin, qui nous précise d'abord que la lettre qui circule sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on n'a pas eu le même regard que l'anecdote, et il faut saluer justement ce genre de regard de journaliste professionnel, d'observer justement qu'il y a un petit problème dans cette lettre qui viendrait de l'agent de régulation des télécommunications. Qui l'a signé? Est-ce qu'il y a la signature du directeur général de l'ART pour que ce document devienne un document de droit, entre guillemets, pour que ce qui est dit par l'ART puisse s'imposer? Mais au-delà de ces questions de forme ou de fond, il y a l'organisation de la réglementation dans notre pays. Si jamais la correspondance vient de l'ART et demande à Camtel de rétablir les connexions qui ont été suspendues parce que Orange Cameroun n'a pas payé ses factures, il y a un problème qu'il faut pouvoir lire. Qui doit faire quoi? La question est d'ailleurs soulevée par quelques journaux ce matin. Dans ces conditions, qui doit faire quoi? Qui est responsable de quoi? Entre le régulateur et les opérateurs, à quel niveau doit intervenir le régulateur? Puisqu'il est clairement dit dans cette correspondance qu'aucune structure, aucun opérateur ne peut suspendre des connexions sans l'avis, sans se référer à l'agent de régulation des télécommunications. C'est de cela qu'il s'agit dans les textes. Maintenant, est-ce que ces textes ne sont pas problématiques? Voilà justement ce qu'on disait, qu'en période de difficultés comme celle-là, il faut revoir toute la machine. Certainement qu'à un moment donné, il y a des vides quelque part. Et vous savez que la nature a horreur du vide. Certainement, à un endroit précis, à quelques endroits, il peut avoir des chevauchements qui sont créés par des textes qui n'ont pas clairement établi les frontières des responsabilités des uns et des autres. C'est-à-dire, vous imaginez un opérateur comme Camtel qui voit que les gens n'ont pas payé la facture, mais qui ne peut pas suspendre si jamais cette lettre est authentique, ou alors si jamais c'est ce que les textes disent. C'est quand même un problème qui davantage met en difficulté Camtel, parce que ce n'est pas la première fois que cette société est sommée par quelques structures. Vous vous souvenez également que le Premier ministre a eu à intervenir dans une affaire qui concernait également Camtel, parce que Camtel avait décidé de suspendre également les connexions au niveau des ministères et quelques sociétés étatiques qui se comportent comme des voyous. Lorsque vous ne payez pas vos factures, vous êtes un voyou. Maintenant, est-ce que le propriétaire a les moyens d'action pour recouvrer et récupérer ce qui lui revient et qui lui permet de mener de nouveaux projets, qui lui permet de payer ses employés, qui lui permet de ficeler quelques accords et autres? Il y a un problème à ce niveau-là. Je pense qu'entre l'agent de régulation des télécommunications et les opérateurs, il faut que lumière soit faite sur les responsabilités des uns et des autres. Sinon, quelqu'un va payer le lourd tribut et naturellement, on retournera à ce que l'anecdote dit ce matin, que dans cette affaire, on a l'impression justement que la multinationale Orange est le principal vainqueur et qu'il peut actionner les leviers, gérer et manipuler quelques structures étatiques et quelques personnalités pour avoir ce qu'ils souhaitent avoir. Et à partir de ce moment, une fois que les lectures comme celle-là se multiplient, il est temps que tous les opérateurs concernés, au lieu de passer par des communiqués et des contre-communiqués, parce que le paradoxe c'est quand même que Camtel, Orange, ART et consorts sont tous à Yaoundé. Ils peuvent se rencontrer pour que cette affaire soit tirée au clair. Mais la guerre des communiqués que nous voyons aujourd'hui est quand même assez surprenante. La politique de proximité aurait permis que cette affaire soit réglée à temps et qu'on ne verse pas sur les réseaux sociaux justement quelques incongruités et naturellement les conséquences qu'on peut imaginer. Vous êtes à Yaoundé, vous n'avez pas besoin de frais d'émission, entre guillemets, pour aller à la rencontre justement du régulateur ou pour que le régulateur convoque les opérateurs afin de trouver justement une solution. Toujours est-il qu'il y a quelqu'un qui revendique que son argent n'a pas encore eu son argent. Il y a quelqu'un qui continue d'habiter sa maison, pour prendre l'image que nous aimons bien du locataire, sans avoir payé, et le bailleur est en train de suffoquer. Entre-temps, le régulateur dit stop, arrêtez ça, mais il y a un problème qui doit être réglé. Et je pense qu'il y a une autorité au-dessus de tout cela. Le ministère des Postes et Télécommunications doit pouvoir intervenir, ne serait-ce que pour faire les arbitrages et régler rapidement cette situation. Il est 7h36. Merci beaucoup à vous, Jean-Jacques Zé, pour tout ce décryptage. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se reparle demain. On se reparlera demain, mais on aura l'occasion également de partager un autre gâteau tout à l'heure, celui de Marguerite Tonga,
qui est employé à Satellite FM. C'est notre collègue juste à côté qui a son anniversaire également aujourd'hui. Marguerite, joyeux anniversaire et on attend le gâteau. Il y a des gâteaux vraiment à manger, il y en a franchement. Joyeux anniversaire. Merci. La revue de presse nous retrouve demain donc à 7h locale. La matinale sur Vision 4, la deuxième partie, alors qu'il est 7h maintenant 37. On poursuit le voyage, mais là tout de suite on va peut-être partir pour d'abord un arrêt, c'est la pub. Cameroun ce matin, Cabral Libi, candidat d'Internet selon notre confrère, Jean-Marc Ngos, on cite également Martial Bissok, Duval et Ballet, Christophe Foumonio, Cyril Châtelain et Wolo Corentin Tala. Parmi ces candidats-là, ils sont donc nombreux à rêver du fauteuil présidentiel du côté d'Etoudi. Comment faire pour y parvenir? Que peuvent-ils présenter face à ce que le journal considère comme l'essoufflement de la vieille garde politique ou l'isolement de cette vieille garde politique? Quelques noms sont cités. Vous verrez également que dans cette liste et cette proposition, on retrouve des hommes tels que Pascal Charlemagne Messanga Niamding du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui a déjà dit que lui, il est candidat au cas où le président Paul Biya n'est pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais il y a des candidatures qui semble gêner ou qui divise aujourd'hui, celle par exemple de Maître Akeremouna, défi actuel, nous parle encore de cette candidature, de l'ancien bâtonnier, qui gêne autant le pouvoir, l'opposition traditionnelle que les mouvements séparatistes. Akeremouna, un candidat qui divise. Depuis cette déclaration de candidature, les positions enregistrées ne montrent pas véritablement un regroupement d'opinions autour de cette candidature, notamment une opinion plutôt positive. Les positions aujourd'hui, notamment du côté du nord-ouest et du sud-ouest, dans la partie anglophone, ne semblent pas accepter cette candidature du fait qu'elle pourrait siphonner les quelques voix qui pourraient être celles revenant au Social Democratic Front et son traditionnel candidat Nidjon Frundi. Mais quel sens accorder à cette candidature? Le journal a donné la parole à un politologue, Alawadi Zelao, qui décrypte la candidature d'Akeremouna, notamment au sujet de sa situation personnelle. Il n'est pas investi par un parti politique. Il est présenté pour beaucoup comme un candidat des frustrés, entre guillemets. Également, d'autres pensent que c'est un candidat de la partie anglophone qui voulait profiter de cette période de crise pour intégrer sa candidature. Dans ces conditions, l'a dit le spécialiste, il serait stérile politiquement de surfer sur les trajectoires identitaires parce que selon lui, il compterait davantage sur son patronyme et naturellement son ascendance, puisque les descendants de Salomon Tandé Mouna, ça ne devrait pas servir. Sa candidature arrive à une période de crise et le spécialiste ne regarde pas d'un bon œil l'opportunité lorsqu'on sait justement que sa candidature intervient après quelques dénonciations de cet homme qui voudrait en tout cas s'abreuver, selon le spécialiste, de la crise actuelle pour introduire sa candidature. On le voit bien et il le dit, la candidature d'Akeremouna ne peut gagner en pertinence ni en légitimité politique du simple fait d'être fils ou l'héritier de tel. Ici, comme ailleurs, l'héritage familial versé dans le champ politique ne peut être une plus-value en soi, indique-t-il dans les colonnes justement de défis actuels. Défis actuels nous parle également du défi de l'Union des populations du Cameroun. Un congrès s'est tenu le week-end dernier. Une présidente a été élue, un nouveau secrétaire général, Balegen Kot, a été élu, sauf que l'honorable Bapo Lipo n'est pas de cet avis. Le congrès, pour lui, c'est en 2019 et il pense que ceux qui ont organisé ce congrès et qui ont procédé à quelques élections ont toujours évolué dans la clandestinité. Bapo Lipo, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, le congrès de 2019 reste le seul congrès légitime de l'Union des populations du Cameroun, dit-il. Et bien évidemment, le quotidien L'Épervier parle également de la présidentielle en nous informant justement que si la candidature d'Akeremouna divise tant et que les spécialistes indiquent qu'elle ne peut pas puiser sur l'héritage politique de son père, il est en train de chercher aujourd'hui des soutiens, peut-être du côté de la prison,
auprès des prisonniers, dit-on, de luxe, les prisonniers VIP. Akere Mouna infiltre les prisonniers de luxe et les proches de Paul Biya. Qui sont-ils? Présente justement le coup de responsabilité et à la gestion citoyenne de l'information. La conclusion, en tout cas, qui s'affiche en guise de grand titre choisi par Baromètre communautaire ce matin, c'est le gouvernement qui resserre ainsi l'étau sur la presse. Parlant justement de la presse, on sait que le Conseil national de la communication a tenu un atelier hier ici à Yaoundé, question justement d'informer les uns et les autres et de former la presse sur la gestion de l'information en période de crise. La presse est interpellée dans le cadre de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est le titre que choisit Cameroun Tribune ce matin pour revenir justement sur le contenu de cette rencontre entre le Conseil national de la communication et les hommes de médias. Le Conseil veut mettre fin aux dérives observées. Il a donc convié une centaine d'organes à une concertation au Palais des Congrès de Yaoundé. C'était hier. Quelques avis donnés par les acteurs de la presse. On apprend tous les jours dans ce métier. Jules Atongana, un expert invité à cette rencontre. Il y a également les propos de Loveline Nje, rédactrice en chef adjointe du côté de Vision 4, spécialement pour le Dex anglophone, qui donne également son point de vue dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin relativement aux enseignements dispensés et reçus hier et le sens de responsabilité qui incombe aux journalistes en période de crise. Peter Essoka, le président du Conseil national de la communication, le dit, le journaliste doit contrôler son langage en période de crise. Avis et autres proposés par Cameroun Tribune ce matin, qui n'oublie pas également de faire le point des activités de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Intense activité avec des personnalités internationales qui ont été reçues, les représentants des chambres consulaires, les chefs de missions diplomatiques et autres. La liste est très longue, celle proposée par le secrétaire général de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, pour situer en tout cas l'intensité des travaux de cette structure. Descente également d'évaluation sur le terrain. C'est aujourd'hui avec une mission d'évaluation à Bouéa. Le ministre délégué à la présidente à Charles de la Défense prend la direction du sud-ouest aujourd'hui pour cette rencontre qui va permettre de faire le point de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'information nous est proposé par Cameroun Tribune ce matin. L'essentiel du Cameroun parle également de la crise anglophone et le mal, c'est le mal, titre le journal, s'inspirant de la sortie du Forum des Camerounais libres, Forum des Camerounais, qui estime justement que les prelats ne sont pas objectifs en refusant de condamner le mal et ceux qui le commettent relativement à la sortie des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda et la sortie de cette ONG qui pense justement que l'Église catholique dans ces conditions-là a esquivé le mal et les auteurs du mal relativement à cette crise anglophone. Mais la grande une de l'essentiel du Cameroun ce matin nous propose une grande lecture sur ceux qui aspirent au fauteuil présidentiel aujourd'hui. Ils sont nombreux à viser le fauteuil présidentiel du côté d'Etoudi. Ils rêvent tous de dormir à Etoudi. Qui sont-ils? Que peuvent-ils? Quelles sont les stratégies qu'ils peuvent développer pour accéder justement à ce rêve? Comment faire pour y arriver, transformer le rêve en réalité, alors que la vieille garde de l'opposition camerounaise est prise par étouffement, voire effacement. Plusieurs hommes politiques sortent de l'ombre avec l'intention de briguer la magistrature suprême. La dernière candidature annoncée à la présidentielle 2018 est celle de Maître Akere Mouna. Quelles sont ces différentes candidatures? Le journal propose une catégorisation ce matin. Il y a d'un côté les candidats probables, les vieux, les habitués, Paul Biya, Nijon Frundia, Damunda Mjoya, Beloboa Maïgari, Jean-Jacques Ekindi, Kawala, Olivier Bilé, sont cités parmi les candidats probables, Maurice Kamto également du MRC. Il y a les candidats déclarés. Joshua aussi, M. Akere Mouna, Garga Manadi, Bernard Djonga, Jean-Blaise Ngouette parmi ces candidats déclarés. Mais il y a aussi les candidats d'Internet qui sont aussi listés par l'essentiel du... La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information.
La revue de presse de ce jeudi 12 octobre, l'an de grâce 2017, encore l'affaire de Jean-Jacques Zé. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Jason Black, bonjour Edith Tania, bonjour à tous les amis téléspectateurs, les auditeurs aussi des radios qui nous accompagnent à l'extérieur de Satellite FM. Je voudrais que vous m'accompagniez dans ce gros câlin que je veux faire à quelqu'un qui a son anniversaire aujourd'hui. Elle s'appelle justement Kaline, d'où le gros câlin justement. Aoudou Abomo Rose Kaline, qui a un an de plus aujourd'hui. Elle est en service au ministère des Relations extérieures. On dira joyeux anniversaire Kaline. Happy birthday, Kaline. On lui fait beaucoup de câlins comme ça, beaucoup de bisous. Et donc voilà. Elle est rose et elle est Kaline en même temps. Ça, c'est intéressant ça. On la salue. Le gâteau se partagera forcément et elle va souffler sur une bougie de plus. Jean-Jacques, les journaux ont beaucoup parlé encore ce matin. Justement, Edith, vous étiez en train de feuilleter, vous vous êtes intéressé, vous êtes arrêté sur un journal. Baromètre. Baromètre, que nous dit le baromètre ce matin, Jean-Jacques? Le baromètre nous propose justement le thermomètre des migrations. Ils sont nombreux, les jeunes Africains qui veulent prendre la direction de l'Europe à la recherche, disent-ils, du bonheur, les chemins de la migration, enjeu de la mobilité pour les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. C'est le titre que propose en guise de supplément spécial ce matin le baromètre communautaire. Pourquoi veulent-ils partir? Peuvent-ils rester chez eux en Afrique et particulièrement dans la sous-région CEMAC? C'est un grand dossier justement qui place au centre des préoccupations des jeunes les mesures incitatives qui seraient utilisées par les gouvernements de la sous-région CEMAC afin de maintenir de nombreux jeunes sur place. Le dossier nous propose par exemple quelques lectures sur ce dispositif national d'incitation qui est peu convaincant. Les pouvoirs publics ont institué des structures et programmes visant à faciliter le retour et l'insertion des Camerounais de l'étranger, mais les principaux bénéficiaires avancent à pas de tortue. Le journal nous parle également de ce potentiel financier qui est à capitaliser, ceux qui prennent quand même un peu d'argent, qu'ils renvoient généralement en Afrique, notamment dans les différents pays. Comment capitaliser justement les retombées de ce parcours assez difficile au départ? L'Occident, l'Afrique du Sud et du Nord, ce sont des destinations prisées, mais on le voit avec des spécialistes de ces questions migratoires. Il faut tout faire pour sensibiliser les jeunes à ne plus prendre la mer ou le désert à la recherche, dit-il, du bonheur ou d'un mieux-être de ce côté-là. Dr Sylvie Nancha, qui est président du réseau des Africains en Allemagne, responsable du projet Lost Dream, intervient dans les colonnes justement de baromètre communautaire ce matin avec un chiffre: 80% de la migration sur le continent est intra-africaine. On ne pense pas toujours à l'Europe. Il y a également quelques destinations africaines qui sont sollicitées. On citait le cas de l'Afrique du Sud qui attire également de nombreux jeunes africains, notamment de la sous-région, communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la CEMAC. Supplément à lire dans les colonnes de baromètre communautaire ce matin. Et le baromètre communautaire qui consacre sa grande une au rapport entre aujourd'hui le gouvernement et la presse relativement à la gestion de la crise anglophone. Le gouvernement resserre les taux sur la presse, titre le baromètre communautaire qui constate justement que ces derniers temps, le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, multiplie les descentes dans les différentes structures médiatiques pour tenir ce langage et cet appel à la respiration de francs CFA. Dans cette bataille, l'intervention de ART est décryptée par le quotidien Émergence, tout comme par le bi-hebdomadaire L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin. ART et Orange au cœur d'une véritable manipulation, indique L'Anecdote qui consacre justement sa grande une à cette actualité. Que se passe-t-il? Qui est le signataire de la correspondance qui est attribuée à l'Agence de régulation des télécommunications demandant instamment à Camtel de rétablir les connexions qui auraient été suspendues? L'Anecdote en fin ligne nous indique déjà que la correspondance n'est pas signée du directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, même si certains indiquent de ce côté-là que le document vient bien de l'ART et imposerait justement le retour à la normale à la Cameroun Telecommunications. Toute attitude en tout cas contestée par L'Anecdote qui estime justement que dans ces manœuvres, c'est Camtel qui souffre et ce n'est pas le premier dossier ou le seul dossier qui fait suffoquer la compagnie
de Camtel, la Cameroun Telecommunications, l'État, premier débiteur de cette structure, est également considéré et classé parmi les voyous, mais le journal considère justement que l'attitude de Orange, véritable vainqueur dans cette bataille, vainqueur des multinationales, capable justement d'imposer quelques démarches à des structures étatiques, ce qui étonne en tout cas l'anecdote qui est dans les kiosques ce matin. Le journal nous propose également d'avoir une lecture sur la crise anglophone avec l'appel au dialogue lancé par Amnesty International. Le journal en parle ce matin, même s'il notera que dans les propos d'Amnesty International, il y a un rapprochement qui est fait avec les événements de 2008 et autres, mais la nécessité d'un dialogue semble s'imposer selon la sortie récente d'Amnesty International. À découvrir, comme d'habitude, en supplément, dans l'édition de ce jour du bi-hebdomadaire L'Anecdote, on nous parle des smartphones. La demande de plus en plus accrue est favorisée par l'accès à Internet, les mémoires de forte capacité soutenues par les prix de plus en plus bas. Les usagers conquis par les smartphones, ils sont nombreux séduits par cette technologie qui s'adosse justement à une offre de qualité Internet. Le dossier supplément spécial de l'anecdote nous parle justement des motivations de l'usage, du business qui est fructueux, que ce soit dans les boutiques conventionnelles ou dans celles qu'on connaît pratiquement au trottoir du côté de l'avenue Kennedy. C'est un vivier d'emploi dans l'informel. Plusieurs domaines d'activité et plusieurs petits métiers sont nés de l'usage des smartphones dans notre pays, mais il y a aussi des conséquences sur la santé et sur l'environnement. Danger, signale également notre confrère dans ce supplément. Enquête aussi avec Mutation qui est dans les kiosques ce matin et qui observe qu'en 3 mois, pratiquement 2 gendarmes de rang ont abattu le chef hiérarchique. Que se passe-t-il dans les rangs des Pandores? Enquête sur les tueries dans l'armée. Le phénomène inquiète dans le contexte de lutte contre Boko Haram. Le chef de l'unité psychologie de l'hôpital militaire de Yaoundé essaye d'expliquer ce phénomène assez surprenant quand même dans notre pays depuis un certain temps. Selon le journal, le meurtre de chef de bataillon Alissi Tchanga le 4 octobre dernier à Mora, dans la région de l'extrême nord, par un militaire de rang, révèle un malaise qui s'enracine progressivement au sein de l'armée camerounaise. Après le drame de Koussiré le 13 juillet dernier, cette nouvelle tuerie traduit soit un déficit au niveau de la formation des soldats, soit un réel mécontentement dans les rangs, révélateur de la fracture qui a toujours existé entre les chefs militaires et les troupes. D'ailleurs, le spécialiste semble confirmer qu'il y a souvent ces frictions et ces fractures. Le soldat peut percevoir le supérieur comme un véritable ennemi, indique justement le psychologue de l'hôpital militaire dans les colonnes de mutation pour un peu expliquer le comment et le pourquoi de ces tueries qui sont de plus en plus enregistrées dans notre pays. Infomatin parle de la crise anglophone avec le jeudien l'épervier qui est dans les kiosques ce matin et nous propose cette stratégie. Maître Akeremouna serait en train de courtiser les prisonniers de luxe incarcérés dans le cadre de l'opération Épervier et les proches collaborateurs du chef de l'État pour se constituer une base solide afin d'ambitionner le pouvoir. On est donc dans un jeu que le journal présente comme un bal masqué des hypocrites. Le journal parle également du véritable plan politique d'Akeremouna qui est à questionner. Dans les colonnes également du quotidien L'Épervier, on annonce un éventuel retour cette semaine du chef de l'État et naturellement dans ces conditions-là, certains caciques du régime, sous la menace d'un AVC, ils redoutent tous le retour de l'homme lion. Le parapheur déposé sur la table du président de la République en visite privée en Europe est bien étoffé car de nombreux dossiers brûlants appellent à une étude urgente. Le dossier de la crise dite anglophone, que certains estiment complexe et délicat, pourrait provoquer des mouvements au sein du sérail, sans compter un éventuel toilettage dans l'entourage du président de la République, indique le journal pour justifier justement ces risques d'AVC signalés au niveau du sérail. Le journal Intégration, l'hebdomadaire de Thierry Ndongo est dans les kiosques ce matin et nous parle également de Maître Akeremouna et les dénonciations qui viennent du ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari. Pour le journal, le ministre de la Communication accuse le candidat nouvellement déclaré à la présidentielle de la République, à la présidence de la République, d'avoir en complicité avec d'autres Camerounais basés à l'étranger, planifié un bain de sang dans le but de provoquer une intervention internationale
aura déclaré le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, selon le journal Intégration qui est dans les kiosques ce matin. Il nous parle justement également en sa grande une de ce piège, la dispersion des forces au niveau de l'armée camerounaise. La question préoccupe le haut commandement aujourd'hui. Les forces camerounaises qui sont appelées à intervenir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Plusieurs fronts sont ouverts. Et l'inquiétude est celle signalée par l'intégration ce matin. L'inquiétude est retenue du côté du haut commandement. Décryptage de la toute première conférence sur la coopération militaire tenue à Yaoundé en septembre dernier. Les forces camerounaises peuvent-elles résister face à ces différentes préoccupations et interpellations ou sollicitations? C'est le piège de la dispersion des forces que signale Intégration qui est dans les kiosques ce matin. Allons à la découverte des stratégies qui utilisent ce qu'on appelle les bandits à col blanc pour éventrer les caisses de l'État. Fonction publique, société publique et parapublique, quelles sont les stratégies développées par ces hommes pour détourner les fonds publics? 11 stratégies retenues par notre confrère qui nous propose le top 11 des stratégies de détournement des fonds. C'est la grande une du quotidien Émergence qui est dans les kiosques ce matin. Comment font-ils en 11 stratégies? La première étant la création des marchés publics fictifs. Il y a des faux projets qui existent. Il y a le recyclage des bons de caisse, le recours à des établissements de microfinance, l'immatriculation fictive, les immatriculations fictives, l'usurpation d'identité, non-reversement des frais de timbre, transfert de capitaux, violation de la loi à son profit, indices inappropriés, vol de bons de caisse, entre autres moyens utilisés par ces voleurs à col blanc pour justement éventrer les caisses de l'État. Le top 11 des stratégies proposées par le quotidien L'Émergence ce matin. Et le journal parle également de ce qui se passe dans la gestion de l'affaire désormais baptisée Orange Camtel, mais avec l'entrée en scène de l'agent de régulation des télécommunications. Selon le quotidien Émergence ce matin, l'ART accuse Nkoto Eman, qui est le directeur général de la Cameroun Telecommunications, d'abus de pouvoir. Camtel qui aurait décidé en tout cas de procéder à quelques recouvrements forcés en utilisant les moyens qui sont entre ses mains, mais selon l'agent de régulation des télécommunications qui aurait demandé le rétablissement des éléments qui ont subi la rupture de Camtel pour revendiquer ces près de 1,7 milliard